Je te l'amène. Super. Vous en avez que deux? Oui, Oui, mais ça va. ça ira. C'est déjà pas mal. C'est un miracle, en peu de temps. On va avoir, Il y a on va avoir encore- des déçus, je pense. Mais là, on C'est peut vrai, encore tu faire penses rentrer. Oui, oui, oui. Vous avez compris pour le micro? De toute façon, je vais lui passer. Moi, je prends juste la parole pour 5 l'allumer. minutes. Mais il est allumé là, ça y est, je pense. J'attends juste qu'on s'assoie pour goûter après. Ouais. Là, je vois encore 14 Ouais, places. c'est ça, je pense qu'on est à 15 et 14. Donc là. Il en manque tant que ça qui veulent rentrer. Il y en a beaucoup dehors qui vont rester. Non, on va j'ai l'impression que ça va être pile, hein, on va être ouais. pile. Parce que là, comme c'est déjà un peu dépassé Alors, l'heure, je il pense reste que des places, suivez-moi sur la gauche. Et là, il y en a. Je laisse ma place et je reste debout, en fait. Je commence. Bonjour à toutes et tous. Grand merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui pour écouter parler de femmes et d'antiquité et de préhistoire. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite la bienvenue au nom du comité éditorial du Festival L'Histoire à venir pour sa 9e édition. Ce festival qui est organisé depuis 2017 par le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche, les éditions Anacarsis et l'Université de Toulouse, en particulier l'Université Toulouse-Jean Jaurès à laquelle j'appartiens. Ce festival aime créer des rencontres comme celle qui va se dérouler à l'instant, à savoir des espaces de rencontre entre historiennes, historiens, préhistoriens et spécialistes d'autres disciplines, et également le public toulousain. Et vous êtes venus nombreux et nombreuses, et ça fait plaisir. Merci à la médiathèque de nous accueillir également pour cette rencontre qui s'inscrit dans l'une des thématiques récurrentes du festival, l'histoire à venir, à savoir écrire l'histoire. Et donc ça pose aussi les questions des sources dont on dispose pour écrire l'histoire des sociétés passées et la manière dont on écrit cette histoire et la manière dont on prend en compte les acteurs et actrices de cette histoire. Donc pour cette rencontre, c'est Corinne Bonnet qui sera aux manettes, qui sera là pour
pour animer le débat. Je l'en remercie infiniment. Elle est professeure spécialiste en histoire des religions. Elle occupe la chaire d'histoire des religions à l'École normale supérieure de Pise depuis peu, mais elle a été membre très actif du comité éditorial du festival et professeure d'histoire grecque ici à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Elle va donc animer le débat et avant de lui laisser la parole, je rappelle 2 choses. La première, c'est qu'on a une équipe de bénévoles, on les remercie d'ailleurs, qui sont là pour chaque rencontre et souvent avec eux, il y a une enveloppe ou une urne qui vous permet aussi d'apporter une contribution même modeste à ce festival. Et même modeste, nous avons besoin de ce type de contribution, même si votre présence est aussi évidemment une contribution en soi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui doivent valider ou qui sont là pour valider une partie de leur Open Badge TEDS. Alors les personnes, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais les personnes qui sont dans ce cas se reconnaîtront. Et donc je vais confier cette petite feuille avec un QR code à un des bénévoles de la rencontre. Et donc à la fin de la rencontre, n'hésitez pas à venir vers ce bénévole. Voilà, je vous souhaite une très très bonne rencontre et une bonne suite de festival. Et à toi la parole, Corinne. Merci Adeline, merci à la médiathèque qui nous accueille, merci surtout à vous toutes et tous qui êtes là, qui nous consacrez en quelque sorte votre samedi après-midi. C'est à la fois touchant et ça fait grand plaisir. Je salue aussi bien sûr mes 2 interlocutrices que je vous présente sans plus tarder. Cécile Michel à ma gauche, mais vous les connaissez sans doute déjà puisqu'elles sont déjà intervenues toutes les 2 dans le cadre du festival. Donc Cécile Michel à ma gauche, directrice de recherche au CNRS et professeure à l'université de Hambourg. Cécile est une spécialiste des mondes mésopotamiens, des cultures cunéiformes. Elle a publié plusieurs ouvrages, beaucoup d'ouvrages. Elle a un curriculum absolument impressionnant. Je voudrais mentionner le livre qu'elle a présenté hier à Ombre Blanche et que sans doute certains d'entre vous ont pu suivre, Quand les femmes écrivaient l'histoire. On est en plein dans notre sujet. Entre la Mésopotamie et l'Anatolie, il y a 4000 ans, paru cette année même, en 2026. Et il y a 25 ans, Cécile, il y a 25 ans, la correspondance des marchands de caniches au début du 2e millénaire, qui est au fond un peu l'origine aussi de ce livre. Je rappelle quand même que tu travailles sur un ensemble de 23 000 tablettes. Imaginez-vous ce que c'est comme magma documentaire. À ma droite, on dirait un match de boxe, mais ça ne le sera pas. À ma droite, Anne Augereau, qui travaille comme archéologue préhistorienne à l'INRAP, alors pour les non-spécialistes, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Anne est spécialiste du néolithique. Elle est associée à un laboratoire de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et comme pour Cécile, je mentionne 2 publications récentes. Une préhistoire des femmes. On a écrit beaucoup d'histoires des femmes. Anne a écrit une préhistoire des femmes en 2026 à Paris chez La Découverte et quelques années auparavant, en 2021, aux éditions du CNRS, un volume intitulé « Femmes néolithiques, le genre ». On va reparler de genre, bien sûr, dans les premières sociétés agricoles. Alors, je faisais remarquer tout à l'heure à Anne que j'avais repéré dans sa liste de publications un article intitulé « Où sont les femmes ?» Et c'est exactement le thème que nous allons essayer d'aborder. On est dans une section, Adeline Grand-Clément l'a rappelé, qui s'intitule « Écrire l'histoire », mais je rappelle que dans le festival, il y a aussi une section permanente qui s'appelle « Histoire et démocratie », et je pense que d'une certaine façon, on pourrait se rattacher aussi à Histoire et démocratie, car la question de l'équité, la question de l'égalité, c'est aussi une question qui touche l'histoire des femmes en premier lieu. Alors, pour donner suite à l'interrogation « Où sont les femmes ?», la première question que j'aurais envie de poser et à Cécile et à Anne, et question de faire un peu connaissance, c'est « Où croisez-vous des femmes sur vos terrains de recherche ?»
Voilà, Anne. Et pour les diapos, tu Oui, dis, hein. alors les femmes, on les trouve principalement dans les sépultures. On les trouve aussi dans divers gisements où il y a des ossements humains, mais qui n'ont pas forcément été mis en sépulture, qui n'ont pas forcément fait l'objet d'un rituel funéraire. Et on en trouve de plus en plus quand on arrive à la fin de la préhistoire, c'est-à-dire au néolithique. Et à mesure que l'on remonte le temps vers le paléolithique moyen, puisque moi je me suis intéressée à une période qui va du paléolithique moyen jusqu'au néolithique, 300 000 à 4000 avant le présent, eh bien, lorsque l'on remonte le temps, eh bien, on a de moins en moins de données, mais on a malgré tout un certain nombre de données qui nous permettent de parler des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes plus jeunes et tout un tas d'autres questions que l'on peut aborder. Très bien. Alors voilà un premier pas. Toi, Cécile, sur tes terrains, dans tes 23 000 tablettes, tu rencontres des femmes. Tout à fait. Alors moi, je joue beaucoup plus récent. D'habitude, quand je présente avec du monde, je parle de périodes beaucoup plus anciennes. Mais alors là, pour l'instant, je me sens très très jeune par rapport à Anne. Ça fait un peu drôle. Alors moi, je travaille donc sur l'écriture cunéiforme. Je vais en montrer un peu parce que... Alors, je vais te le passer, moi. Voilà, stop. Donc, l'écriture cunéiforme, une écriture qui a été inventée par les Sumériens vers 3400 avant Jésus-Christ, entre le Tigre et l'Euphrate dans l'Irak, mais qui s'est répandue largement, qui a été utilisée par beaucoup d'autres populations. Il y a une quinzaine de langues différentes, 3 systèmes d'écriture cunéiforme différents, et une écriture qui a duré jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, entre 3400 avant et IIe siècle après, qui a été largement utilisée sur une très vaste région du Proche et du Moyen-Orient. Et c'est une civilisation de l'écrit, donc il y a énormément de textes écrits de plein de types différents. Et en tant qu'historien, on a essayé de catégoriser ces textes en différentes genres de textes. Donc on a des textes officiels produits par le pouvoir. Là, on rencontre des femmes de la famille royale, mais aussi des esclaves, parce que les esclaves travaillent pour le pouvoir. On trouve aussi des textes de la pratique du quotidien, des textes administratifs, des lettres, des contrats. Là, ça peut être aussi bien dans les institutions que chez les privés. Les femmes sont également présentes. Les femmes font partie des contrats familiaux, bien sûr, mais on les retrouve aussi dans tout type de contrats. Et puis dans la correspondance, on trouve aussi des lettres de femmes. Et puis on a aussi des textes littéraires, des mythes, des textes religieux. On trouve des déesses, on trouve aussi pas mal de femmes là-dedans. Et puis on a des textes savants, et là, elles sont un petit peu moins nombreuses dans les textes savants. Donc ça, ce sont les textes. Après, on a beaucoup d'images, mais peut-être qu'on va visiter ces images au fur et à mesure. Oui. Alors, dans les textes, on croise des femmes, on les identifie par leur nom, par leur généalogie, par les relations de parenté, très bien. Mais toi, Anne, tu n'as pas de texte. Ah non. Voilà. Alors, comment on identifie une figure féminine quand on travaille, comme c'est ton cas, sur des traces archéologiques ? Alors, il y a plusieurs manières d'identifier le sexe d'un individu. La plus courante et la plus fiable, c'est à partir des os du bassin. Les bassins des femmes sont légèrement plus ouverts que ceux des hommes, pour simplifier un peu la description. Et donc, on arrive à déterminer, lorsque le bassin, évidemment, est conservé, ce qui n'est pas toujours le cas, on arrive à bien déterminer des femmes adultes et des hommes adultes. Il y a aussi d'autres techniques qui permettent de déterminer le sexe. Ça peut être la génétique. Il y a eu pas mal d'analyses génétiques qui ont été faites, notamment sur des populations du néolithique, donc de la fin de la préhistoire. Donc on arrive à déterminer le sexe grâce à la génétique. Et puis il y a aussi d'autres études, d'autres types d'études un peu plus expérimentales qui consistent à déterminer le sexe par rapport à la forme de la cochlée, qui est un petit os qu'on trouve dans l'oreille interne, et puis aussi par les peptides qui sont présentes dans l'émail des dents. On arrive à déterminer, mais ces deux dernières techniques sont pour le moment plus expérimentales et donc moins bien rodées que les autres. Et c'est à partir
de l'ensemble de ces informations qu'on peut déterminer. Qu'on peut déterminer les biographies des individus, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait dans leur vie, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont locaux ou est-ce qu'ils viennent de l'extérieur, etc., etc. Très bien, je vais jouer le Candide de la situation. Tu nous as dit que tu travaillais notamment sur les sépultures. Alors, si je trouve une sépulture où il y a des armes, c'est un monsieur, et si je trouve une sépulture où il y a des bijoux, c'est une madame? Non. Mais oui, quand même un peu. Il est fondamental quand on travaille sur le genre en archéologie, et notamment en préhistoire, parce qu'il n'y a pas de texte, on a juste les individus et puis les objets autour d'eux. Il est absolument indispensable que la détermination du sexe soit parfaitement fiable. Pour justement essayer de comprendre, de saisir pourquoi les hommes sont plutôt associés avec des armes, ça c'est vrai. Pourquoi les femmes sont plutôt associées avec des parures, c'est vrai également. Mais il existe aussi des individus masculins qui ont beaucoup de parures et des individus féminins, et ça c'est plus, comment dirais-je, c'est plus fort comme association, qui sont associées donc à des armes. Elles sont très minoritaires, ces femmes-là, mais l'intérêt, c'est qu'on puisse comprendre à quoi elles correspondent. Est-ce qu'elles ont véritablement utilisé ces armes? Lorsque l'on étudie les hommes avec des armes, généralement, il y a des traces osseuses sur leurs coudes, sur leurs clavicules, sur leurs poignets, etc., qui sont compatibles, des déformations osseuses en fait, qui sont compatibles avec la manipulation de la sagaie, du propulseur, de l'arc et de la flèche. Et donc ces hommes-là, il n'y a que les hommes qui ont ce type de déformation. Mais il existe malgré tout des femmes qui ont des armes, et l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce qu'elles sont des guerrières et des chasseuses comme les autres, ou est-ce que c'est plutôt une association symbolique ou autre chose qu'on n'a pas encore bien cerné? Donc il est fondamental d'avoir cette détermination du sexe parfaitement fiable. Et avant de crier au génie, au génie j'exagère un peu, mais quand il s'avère qu'on trouve une femme avec des armes, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'elle a toute la panoplie d'informations qu'on retrouve chez les hommes qui ont des armes? Très bien, si, c'est très bien. C'est très bien, et on se tourne vers Cécile. Alors, dans les textes, qu'est-ce qu'on trouve comme répartition genrée des tâches? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le domaine de la production est un domaine plus dans la partie domestique lié aux femmes? Est-ce que le commerce, c'est un domaine qui est plus réservé aux hommes? La sphère du pouvoir, la sphère du religieux, est-ce qu'on aperçoit des distinctions genrées qui sont très nettes? Alors, c'est pas vraiment caricatural, mais dans certains domaines, effectivement, on va trouver plus d'hommes que de femmes, et dans d'autres domaines, plus de femmes que d'hommes. Alors, en haut à droite, vous avez un sceau royal, le sceau de Madame Pouabi, qui date du milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui est un petit objet tout petit, hein, c'est un sceau personnel, et vous avez la reine en train de banqueter. Alors, on trouve des reines, mais pas des reines régnantes en Mésopotamie. C'est des reines qui sont femmes de roi. Dans toute l'histoire de la Mésopotamie, il y a une reine qui aurait régné. Je dis bien qui aurait. On ne sait pas trop comment elle est arrivée sur le trône. Elle s'appelait Madame Koubaba. Elle aurait régné au 3e millénaire. À l'origine, c'était une teneuse de cabaret. Elle fabriquait de la bière. Donc on ne sait pas trop comment elle s'est mise sur le trône. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a régné 100 ans. Donc, peut-être qu'il y a une légende derrière et qu'en fait, elle n'a jamais existé. Alors, après, on trouve plus tard des femmes qui ont un pouvoir important, mais qui ne règnent pas, les épouses de rois ou les mères de rois. Au 1er millénaire, et certaines de ces reines nous sont parvenues avec des noms un peu déformés via les historiens grecs,
mais vous avez des reines dans l'Empire assyrien qui ont eu du pouvoir parce qu'elles ont été régentes, leurs enfants, le fils, le roi, était trop jeune pour vraiment prendre des décisions. Je pense par exemple à Shamouramat, qui a donné cette figure de Sémiramis chez les Grecs, mais ils ont un peu mélangé les Assyriens et les Babyloniens, donc ce n'est pas vraiment celle qui est documentée dans nos textes, qui a eu beaucoup de pouvoir. Et puis, surtout, la maman de Nabonide, donc à l'époque néo-babylonienne, dans la deuxième moitié du premier millénaire, qui a vécu jusqu'à 104 ans. Et là, c'est peut-être bien vrai. Alors, donc, dans la sphère du pouvoir, on ne trouve pas de reine régnante en Mésopotamie, mais on en trouve dans les peuples voisins. Donc, c'est quand même assez intéressant. Dans l'économie, eh bien, on trouve les femmes essentiellement dans l'économie domestique, c'est-à-dire qu'à la maison. Donc, elles sont en charge de la production pour le quotidien, de la nourriture, de la bière. Alors, la bière, elles le pratiquent aussi à l'extérieur, parce qu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ce sont des femmes qui tiennent les cabarets. Je vous en ai déjà parlé avec Madame Koubaba, mais on s'aperçoit qu'effectivement, et dans l'épopée de Gilgamesh, le célèbre texte, c'est une femme qui tient un cabaret à l'orée du monde connu et qui va même lui donner une grande leçon de philosophie. Donc, il y a des femmes qui tiennent des commerces, et ces femmes qui tiennent des cabarets font aussi des prêts et vendent aussi de la menu marchandise, des aliments au quotidien. Donc, on les trouve aussi là. Les femmes produisent des textiles. Et quand la production de textiles dépasse les besoins de la famille, eh bien, c'est commercialisé. Donc, là aussi, elles sont présentes dans l'économie. Après, il y a le monde plus savant. J'ai dit, dans les textes savants, on trouve moins de femmes, mais quand même, on trouve des femmes scribes, il y en a pas mal. On trouve des femmes qui tiennent des comptes, ça existe aussi. Mais quand on va voir du côté des astrologues qui travaillent pour le roi, des devins, ils sont beaucoup plus rares. Au premier millénaire, on trouve une femme médecin. Donc, ça existe. Très bien. À la lumière de ces données-là, est-ce que je peux te demander un avis sur une notion, sur une idée qui circule dans la littérature, qui est celle du matriarcat primitif. On lit parfois que dans l'Orient ancien ou à la préhistoire, avant que ne s'impose l'infâme patriarcat, il y avait un très beau matriarcat. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette reconstitution ? Alors, il va falloir que je l'aborde par deux biais différents, parce qu'il faut imaginer qu'à partir du moment où on n'a plus utilisé l'écriture cunéiforme au IIe siècle après Jésus-Christ, tout a été totalement oublié de cette civilisation-là. Et en fait, elle a été redécouverte par les historiens grecs qui ont raconté ce qu'ils voulaient sur la Mésopotamie, en déformant un peu les réalités, et par la Bible, puisqu'il y a des rois néo-assyriens, il y a des villes de Mésopotamie qui sont mentionnées dans la Bible. Alors, si je prends l'exemple d'Hérodote, qui a expliqué qu'à Babylone, toutes les femmes étaient prostituées, ça a fait des dégâts dans la discipline. Et il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, les premiers savants qui ont commencé à travailler sur ces textes, ils ont trouvé 50 mots différents pour dire prostituée, parce qu'ils étaient bien imprégnés par cette idée d'Hérodote. Donc, on a eu pas mal de problèmes. Alors, sur le matriarcat, je pense qu'il y a une part qui arrive à propos des dieux, des divinités. On a des tas de récits de création du cosmos, de création des dieux, de création de la terre, de création des hommes. Et dans les récits de création des hommes, on a toujours une déesse mère qui est impliquée, mais jamais en fait vraiment seule. Elle intervient toujours en pair avec le dieu Enki Ea, qui est le dieu de la sagesse. Et finalement, elle, c'est la petite main qui va donner naissance, mais c'est le Dieu qui est derrière cette création. Donc, je pense que toutes ces histoires d'influence, de lecture des textes dans un premier temps, etc., peut-être, mais on est en pleine société patriarcale. Et dans la préhistoire ? Alors, dans la préhistoire, le matriarcat primitif a été mobilisé depuis très longtemps. C'est quelque chose dont on parle et dont on reparle. Autrefois, c'était plutôt pour dire qu'il y avait effectivement eu une époque dorée pour les femmes qui évite
qui a vite disparu parce qu'il y avait un certain nombre de difficultés par rapport à ce pouvoir détenu par les femmes, et les choses ont évolué, et bien heureusement pour tout le monde, le patriarcat est arrivé. Donc c'était une idée qui était sexiste en fait au départ, cette idée de matriarcat primitif, puisque c'était pas bien et que le patriarcat est devenu quelque chose qui a réglé le problème. Et puis récemment, très récemment, on voit plutôt dans la préhistoire un matriarcat peut-être pas, mais en tout cas une société où femmes et hommes sont à égalité. Il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes tiennent la dragée haute aux hommes, les femmes vont à la chasse quand elles ont envie, quand elles veulent, elles vont aussi à la guerre. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est une sorte de, comment dirais-je, c'est toujours le mythe du matriarcat, mais dans une version moderne, et qui est très plaisant à penser parce que on a l'impression comme ça qu'en fait le patriarcat est une invention assez récente et que compte tenu qu'il est récent, on va pouvoir le renverser plus facilement. Or, il n'y a aucune donnée qui permette de dire que parce que le patriarcat est récent, ou au contraire, s'il s'ancre dans le passé le plus lointain, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on pourra ou non le combattre et l'abattre, entre guillemets. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une volonté des sociétés d'évoluer, des hommes et des femmes des sociétés d'évoluer pour aboutir à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes. Et dans ce cadre-là, le matriarcat primitif, tel qu'il est rêvé par un certain nombre de féministes, parmi lesquelles on trouve des préhistoriennes, eh bien, c'est une sorte de mythe auquel on se raccroche pour essayer de se rassurer sur le renversement prochain du patriarcat et de la possibilité de le renverser prochainement. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, en écoutant vos réponses, je réalise quelque chose que je pense que tout le monde sait, mais qui est toujours bon de rappeler, que quand on travaille sur les femmes, on l'envisage en général dans une perspective d'études de genre. Ce qu'on appelle les gender studies, c'est travailler sur les femmes dans leur relation avec le reste de la société. On ne peut pas travailler sur les femmes en les isolant du reste du monde. De ce point de vue-là, il y a quand même une sphère qui est, d'un point de vue anthropologique en particulier, particulièrement importante, c'est celle des relations de parenté. Comment on fait pour connaître le système de parenté quand on travaille sur la préhistoire? Je pense que tu as quelques diapos. Oui. Ah non, on peut peut-être y arriver. C'est celle-là. Ça commence ici? Ça commence ici. Non, la précédente. Voilà. Là. Voilà. Alors, on arrive depuis peu, grâce à l'évolution des méthodes et des techniques d'analyse, à déterminer sur la longue période l'âge moyen de la maternité et de la paternité. Et vous avez sur ce graphique deux nuages de points qui se répartissent sur 250 000 ans et qui montrent pour le nuage du haut la courbe des hommes, la moyenne d'âge à laquelle les hommes accèdent à la paternité. Et puis, pour le nuage de points bleus, c'est la moyenne de la maternité, de l'âge de la maternité pour les femmes. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes, et c'est une constante tout au long de l'histoire et de la préhistoire, les femmes sont mères bien avant les hommes. Elles sont mères en moyenne aux alentours de 23 ans, alors que chez les hommes, ça oscille, mais disons qu'ils sont père entre l'âge de 27 ans en moyenne et l'âge de 31 ans. Donc il y a une forte différence dans l'âge de la parentalité entre les hommes et les femmes depuis la préhistoire.
Ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça indique en fait que les femmes sont livrées à la sexualité, au mariage et à la maternité très jeunes, plus jeunes que les hommes, et qu'on a sans doute mis à profit l'essentiel, la totalité de leur période de fécondité, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, ce qui fait qu'effectivement, elles sont arrivées plus jeunes dans la fonction de parents. Donc ça, c'est un point fondamental. Les filles sont mariées, ont des enfants plus jeunes que les garçons. Et puis la batterie est faible, bon, on va essayer de... Hein, ça y est. Donc, suivant. Non, c'est pas là. Où est-ce qu'il est l'autre gars ? Ah, voilà. Et puis, deuxième élément, c'est qu'on a aussi, et ça, c'est pareil durant toute la préhistoire, là vous avez un exemple néolithique, mais dès Néandertal, on commence à avoir les prémices de cette situation, c'est que les femmes se marient avec des hommes qui sont à l'extérieur de leur village, de leur territoire de naissance. Là, vous avez un arbre généalogique qui retrace les relations de parenté génétique entre les individus d'un cimetière néolithique. Et l'on voit que les carrés, qui figurent les hommes, sont reliés de père en fils sur 7 générations. Vous avez en gros traits les liens entre les pères et les fils qui s'échelonnent donc sur les 7 générations. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que ça marche si je fais ça? Non. Oui. Alors, vous avez là... Oui. Vous avez l'homme, là, j'ai oublié de faire le truc épais, mais vous avez un homme ici, son fils là, un autre homme qui provient de la même lignée, son fils là, et etc., jusqu'à la 7e génération. Donc les pères et les fils restent sur place, font venir des femmes de villages pas forcément éloignés pour se marier, puisque les femmes ici sont figurées par des cercles, et elles ont celles qui sont en vert, ce sont celles qui n'ont absolument pas de gènes provenant de la lignée principale qui est figurée ici par les descendances garçons, père-fils. Donc elles viennent de l'extérieur, ces femmes. Il y en a très peu qui sont celles en rose qui ont des figurations, c'est pas le bon terme, des figurations génétiques conformes à ce que l'on trouve sur place, notamment parmi les hommes. Donc, on a un système de mariage qui est patrilocal. Et là, vous avez un exemple tout à fait emblématique de ce type de relation entre les hommes et les femmes sur le plan du mariage et de la patrilocalité. Donc, la patrilocalité, véritablement, une caractéristique, même si ce n'est pas la seule, mais en tout cas c'est une caractéristique fondamentale et la plus importante en termes de système de mariage durant la préhistoire, depuis la préhistoire ancienne jusqu'à la fin du néolithique. Tu me permets, Cécile, c'est parce qu'il y a peut-être une curiosité sur ça. Comment on fait, Anne, pour déterminer l'âge au mariage et l'âge de la maternité sans texte ? Comment on fait ? On fait ça avec de la génétique, c'est-à-dire que maintenant on a des banques de données génétiques qui concernent toute la préhistoire et quasiment le monde entier. Et l'on sait que à certains âges de la vie, il y a des modifications génétiques qui s'opèrent et qui sont transmises aux enfants. Et c'est grâce à ces mutations génétiques que l'on trace donc sur la longue durée, qu'on arrive à déterminer les moyennes des âges des enfants, des parents lorsqu'ils ont des enfants. C'est comme ça qu'on trace les âges moyens à la maternité et à la paternité. C'était tout la question. Oui, c'était ça. C'était fondamentalement ça.
Alors, tu me parlais d'arbre généalogique, il est magnifique. Moi, je peux rajouter les noms dessus. Donc voilà, c'est tout. Donc, alors, pour documenter donc, la famille, le couple, on a beaucoup de textes, évidemment, mais on a aussi quelques images que vous avez à l'écran. C'est fondamental en Mésopotamie, parce que la famille et le couple, c'est vraiment au cœur de la société mésopotamienne. Pourquoi ? Parce qu'il est fondamental d'avoir des enfants. Les enfants permettent d'être sûr d'avoir une vieillesse confortable, parce qu'on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de nous quand on devient âgé, et surtout, ils sont indispensables pour la vie dans l'au-delà. Parce que ce sont les enfants qui vont faire les rites aux morts, qui vont sans arrêt rappeler les noms des morts, et puis partager des repas, et des rituels avec les morts. Et donc, c'est fondamental d'avoir des enfants. Pour ça, il faut se marier, et il faut pouvoir enfanter. Alors, les hommes et les femmes et les mariages et tout ce qui est autour du droit de la famille est très bien documenté par des codes de loi, ou des ensembles de lois. Il en existe dès la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Je pense que tout le monde connaît le code de Hammurabi, qui est une grande stèle qui est conservée au musée du Louvre. Et puis on a aussi, certainement il en existait plein d'autres, mais on a aussi, ces lois sont recopiées sur des tablettes cunéiformes et il en existe jusqu'à la fin du 1er millénaire. Et c'est très intéressant de voir, si on prend le code de Hammurabi, il y a 282 articles de loi et il y a entre un quart et un tiers de ces articles de loi qui concernent la famille, et donc le couple et les hommes et les femmes. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis à côté de ça, on a énormément de contrats familiaux, de contrats de mariage, de contrats de divorce, d'adoption, de succession, etc. Et c'est intéressant de voir... alors, je ne peux pas parler d'un ensemble sur 3000 ans et sur toute la zone géographique qui est concernée par l'écriture cunéiforme, mais si on se concentre un petit peu plus sur la Mésopotamie, sur le nord ou le sud, déjà, à la même période, on peut voir des disparités et des fonctionnements un peu différents. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que souvent, dans le mariage, l'homme et la femme ont des droits à peu près égaux. À peu près, ça dépend où on se trouve exactement, à quelle période et où ça sur la carte. Et moi qui étudiais des textes d'Assyriens au début du 2e millénaire, ils ont aussi des droits égaux dans le divorce. La femme peut demander le divorce, l'homme peut demander le divorce et ils payeront la même amende à l'autre partie. Donc c'est intéressant, puisqu'on compare les droits respectifs de l'homme et de la femme, c'est intéressant de pouvoir les comparer. Alors vous avez beaucoup de petites scènes. Là c'est 3e millénaire, le couple au milieu en haut, début 2e millénaire à gauche, où la scène érotique sur le lit, et puis un saut d'une femme qui élève ses enfants. Et effectivement, nous, par contre, donc on peut mettre des noms sur l'arbre généalogique, mais on ne peut pas donner d'âge, parce qu'ils sont totalement silencieux sur l'âge auquel les filles et les garçons se marient. Donc ça, c'est vraiment compliqué pour nous. Je lis ici mon micro. Alors Cécile, puisque notre thème d'aujourd'hui, c'est d'une certaine façon rendre la voix aux femmes, prêter l'oreille à ce silence féminin que, comme archéologue et historien, nous avons peut-être le pouvoir de briser. Tu as une expérience tout à fait singulière qui est celle d'avoir réalisé un documentaire. Et moi, j'aimerais bien t'entendre sur ça parce que je pense que nous tous ici, dans la salle et moi compris, peut-être nous aussi avec Anne, on est des consommateurs de documentaires, mais on n'a pas l'expérience de la réalisation. Comment on fait pour réaliser un documentaire ? Parle-nous un petit peu de ce cas d'un documentaire qui a été primé, qui a eu un succès considérable. Alors, c'est en fait très simple. J'ai une chance phénoménale. Je travaille sur des archives où les femmes sont très présentes et s'expriment. Ce n'est pas toutes les périodes, il faut le dire. Et il y avait même des préconçus en disant que finalement, on faisait une histoire. L'histoire se fait à partir de textes écrits par des hommes et une histoire d'hommes. Et c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai, parce qu'on a pas mal de périodes et de milieux en Mésopotamie où on s'aperçoit que les femmes écrivent aussi.
Alors, on a trouvé des textes scolaires, ces petits textes ronds qui sont des exercices d'écriture. Certains sont écrits par des femmes, donc on voit qu'elles apprennent à écrire. On a trouvé des textes de comptabilité. Le texte en bas à gauche, ce sont des femmes qui travaillent dans le palais de Marie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville sur le Moyen-Euphrate. Et ces femmes tenaient les comptes de la cuisine du roi. Donc, elles tenaient au quotidien, c'est elles qui écrivaient ces textes. Il y en a plusieurs centaines. Elles écrivaient tous les ingrédients qui sortaient des magasins du palais pour faire le repas du roi au quotidien. Donc, elle tenait les comptes. Et puis, moi, je travaille sur des archives privées de familles de marchands. Les marchands sont partis faire du commerce à longue distance. Et le seul moyen de communication entre les hommes et les femmes, c'est de s'écrire des lettres. Donc, ils s'écrivent beaucoup de courriers. Et donc, j'ai beaucoup de lettres de femmes. Et du coup, j'ai pu reconstituer pas mal de vies de ces femmes. On peut reconstituer des biographies. Et avec une collègue réalisatrice au CNRS qui m'a suivie pendant 4-5 ans sur le terrain, dans les musées, etc., nous avons redonné la parole à l'une de ces femmes à partir d'une quinzaine de lettres de sa correspondance, mais aussi beaucoup d'autres textes qui parlaient d'elle, de sa famille. Et donc, c'est... Voilà. Essayer de redonner vie à cette femme qui vivait il y a 4000 ans en Mésopotamie. Et tu nous dirais, Taram Koubi, c'est qui? Elle fait quoi? Alors, Taram Koubi, c'est une femme qui habite la ville d'Achour, dans le nord de l'Irak, à une centaine de kilomètres au sud de Mossoul. C'est une épouse de marchand, mais elle-même produit des étoffes qu'elle vend. Donc, elle est un maillon de ce commerce international vers l'Anatolie, vers la Turquie. Et elle écrit à son frère qui s'appelle Imdiloum. Elle le rappelle régulièrement à l'ordre. Alors, elle a une sœur aussi, Shimatachour. Enfin, je peux reconstituer tout l'arbre généalogique de la famille. Et il y a beaucoup de courriers échangés entre les deux sœurs qui habitent à Chour et le frère. Et puis, d'autre part, elle écrit à son mari qui s'appelle Inaya et qui habite aussi en Anatolie. Donc, elle élève ses enfants. Elle tient sa maison. Elle est à la tête de sa maison puisque les hommes sont absents. Elle a des domestiques et elle produit des étoffes. Et puis aussi, elle est en relation avec les autorités de la capitale assyrienne parce que le mari ne gère pas très, très bien ses affaires commerciales et oublie régulièrement de payer ses taxes, ses impôts à l'État. Donc, elle doit régler les impôts à la place de son mari. Les autorités font pression, essayent de lui prendre certains de ses domestiques pour faire pression. Donc, elle écrit beaucoup de lettres à son mari pour lui expliquer qu'elle se sent seule, qu'elle n'a pas assez d'argent, qu'il faut nourrir les enfants, que tout ça, ça coûte cher, qu'elle est débordée. Et puis, elle écrit aussi à son frère en lui disant que vraiment, il mène une vie pas tout à fait correcte, qu'il ferait mieux d'aller prier les dieux que d'aimer tellement l'argent au mépris de sa propre vie et de ses propres relations. Donc, c'est très vivant. Fabuleux. Je me souviens d'une... Adeline l'a dit, je suis historienne des religions. Je me souviens d'une lettre d'une épouse qui écrit à son mari en disant « La petite a grandi, reviens vite pour la placer dans les bras... » ou dans les bras du dieu Ashur. Voilà, du dieu Ashur. On aurait presque envie de dire viens la baptiser, hein, quelque chose. Voilà. Donc ça me plairait pas mal qu'on évoque brièvement la question de la place des femmes dans le culte, dans les relations avec les dieux. Donc, on a des choses certainement en Mésopotamie. On verra ensuite avec Anne. Est-ce que ces dossiers se prêtent à... Je ne vois plus, mais j'ai sorti. On va le remettre. Il faut le remettre. Oui, là. Je n'ai pas pris mes lunettes. Donc, affichage, diaporama, ça devrait être mieux. Et donc, il faut avancer. Et on avance, oui. Pour trouver un peu de religion. Alors, on a des femmes... Oui, non, ce n'est pas la religion. Voilà, on a des déesses. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de déesses. On a des panthéons très compliqué, très touffu. Chaque ville a sa propre divinité principale, son couple, etc. Et on a des déesses qui ont des pouvoirs très importants au 3e millénaire. À gauche, toute, vous avez la déesse Nisaba, qui est la déesse du grain, des contes, mais aussi la déesse de l'écriture. Et malheureusement, elle est un peu détrônée par le dieu Nabou au milieu du 2e millénaire. Elle perd un peu en importance.
Après, vous avez au milieu, en bleu, là, vous avez une représentation de la déesse Gula, la déesse de la médecine. Il y a aussi la déesse des enfers, Ereshkigal, mais elle va être à son tour aussi détrônée par son mari, le dieu Nergal. Donc, on voit qu'il y a des déesses qui ont des rôles extrêmement importants dans les différents panthéons mésopotamiens. Et sur Terre, on a des femmes qui servent le culte. Alors, en particulier au IIIe et au début du IIe millénaire, on a ce qu'on appelle les femmes consacrées ou les prêtresses, souvent une par famille, et encore plus au IIIe millénaire, ce sont des princesses, ce sont des filles de rois qui vont servir la divinité principale. Et vous en avez une belle illustration en bas à gauche, c'est la prêtresse Enredouana, fille du grand roi Sargon d'Akkad, et cette prêtresse a même signé des textes. Elle aurait écrit, ce serait la première autrice dans l'histoire de l'humanité, elle aurait écrit des hymnes pour le dieu. Donc on a des femmes qui tiennent un rôle important dans le culte, qui servent les dieux, qui sont du coup célibataires, qui n'ont pas d'enfants. Et c'est intéressant de voir qu'elles sont beaucoup moins présentes au premier millénaire avant Jésus-Christ, parce que dans les temples au premier millénaire, on trouve principalement des hommes, des officiants. Les femmes travaillent pour les temples aussi, éventuellement sur contrat, mais en étant à l'extérieur des temples. Et du côté de la préhistoire, comment on fait pour différencier les rôles, les fonctions, et comment on fait éventuellement pour identifier un rôle qui serait de nature rituelle? Alors, les rôles de nature rituelle, là, j'ai pas de... Enfin, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. En revanche, on arrive à dire, parce qu'en préhistoire, on a peu de données et peu d'éléments pour s'orienter dans une voie ou dans une autre, mais il y en a quand même quelques-unes, quelques éléments qui permettent de dire qu'il y a une différence, il y a une division du travail, déjà au niveau du travail, des activités productives, entre les hommes et les femmes. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure de la manipulation des hommes, des déformations osseuses liées à la manipulation des armes par les hommes, qu'il s'agisse de haches, qu'il s'agisse parce que les haches sont utilisées aussi comme armes, qu'il s'agisse de saguets, de propulseurs ou encore d'arcs et de flèches. Donc on a sur les hommes des modifications osseuses qui indiquent qu'ils ont manipulé les armes. On n'en a jamais, en tout cas jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé sur les femmes. Elles ont d'autres modifications osseuses qui indiquent des activités avec notamment les deux bras. Pour le néolithique, on met ça en relation avec la mouture des céréales sur des meules dormantes, c'est-à-dire qu'il y a des meules en pierre qui sont disposées soit sur le sol, soit sur un support, et on verse le grain dessus, et avec une molette, on frotte pour obtenir notamment de la farine. Donc cette activité-là, elle serait plutôt une activité féminine. On sait aussi par d'autres éléments que les femmes ont travaillé plutôt les matières meubles ou les matières tendres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données pour le néolithique, on en a moins pour les périodes plus anciennes, mais quoi qu'il en soit, les matières au néolithique, la poterie, ça serait plutôt une activité de femmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le travail du cuir, ça serait aussi une activité de femmes. On a aussi le travail de filage par un certain nombre de rainures que l'on trouve sur les dents et qui sont interprétées comme étant des traces de... C'est du filage. Donc voilà. Chez les Assyriens aussi. Donc on a une différence, différentes activités propres aux hommes et propres aux femmes, et qui correspondent tout à fait à ce que l'on observe à l'échelle mondiale, chez les chasseurs-cueilleurs observés par l'ethnologie, chez aussi les petits agriculteurs.
voire aussi dans nos sociétés où encore, il n'y a pas si longtemps, la couture, la cuisine aussi, était plutôt une activité féminine. Donc on a une division du travail assez tranchée, je dirais, oui, si tranchée entre les hommes et les femmes, avec une caractéristique forte du côté des hommes qui est la manipulation des armes létales. Et ça, c'est très important parce que c'est un élément de la domination masculine. Oui, je crois qu'on avait une diapo sur ça, voilà. Ah oui, exact. Donc, on a les hommes avec le monopole des armes létales, qu'il s'agisse de Néandertal jusqu'au néolithique. Chez Néandertal, à partir des éléments osseux, à partir des sites archéologiques, on pense qu'effectivement la chasse se faisait en rabattant des animaux vers des pièges qui ensuite étaient pris au piège, ces animaux, et qui étaient abattus par les hommes qui sont les seuls à avoir ces déformations osseuses qui pourraient correspondre à la manipulation de javelots ou de saguets. Mais les rabatteurs ont pu être les femmes et les enfants. Et puis pour le paléolithique récent, on a ces déformations osseuses du coude qui sont tout à fait caractéristiques, par exemple, du lancer de saguet, en tout cas de lancer comment dirais-je, avec un geste puissant au-dessus de la tête. On a des déformations osseuses qui correspondent tout à fait à ça. Et au néolithique, on connaît des hommes enterrés avec des flèches et qui ont aussi des déformations osseuses au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, qui sont tout à fait compatibles avec la pratique du tir à l'arc. Donc voilà, les hommes ont véritablement le monopole des armes létales, même si, alors je ne sais pas si c'est... Je ne sais plus s'il y a... Voilà. Ils ont donc un avantage en matière de coercition et de politique extérieure. Cet élément-là, associé à la circulation des femmes et à des maternités plus précoces que la paternité des hommes, eh bien, on peut penser que ces trois piliers-là sont des piliers qui sont caractéristiques de la domination masculine et que l'on rencontre dans la plupart des sociétés qui ont été observées par l'ethnologie, l'anthropologie, voire la sociologie. Très bien. Est-ce que dans cet effort de redonner voix aux femmes, il y a des frontières encore à repousser ? Est-ce qu'il y a des sujets dans vos domaines respectifs qui sont en débat pour le moment ? Est-ce qu'il y a de nouvelles conquêtes documentaires, des questions émergentes par rapport à ce dont nous discutons ? Alors en fait, c'est d'une redécouverte au quotidien, parce qu'on partait de très loin, puisque je dis on avait tout oublié, on se reposait sur des modèles qui existaient, donc on regardait les droits et les devoirs, les activités des femmes à Athènes. Et on est en fait très très loin de ça, où on regardait, puisqu'on est au Proche Moyen-Orient, ce qui se passait pour les femmes dans l'islam, par exemple. Donc on est parti très très loin, puis avec ces idées d'Hérodote dont j'ai parlé tout à l'heure, de prostituées. Voilà. Donc effectivement, au fur et à mesure qu'on déchiffre des textes, on s'aperçoit qu'on trouve des femmes dans des domaines qu'on n'aurait pas imaginé trouver. Et là, j'étais en train de penser, quand Anne parlait, alors donc on les retrouve, oui, la cuisine, etc. Alors les potiers, chez nous, c'est débattu, parce qu'il y a des archéologues qui sont partis du principe que c'était les femmes qui faisaient les céramiques. Mais en fait, quand on regarde les textes, on a beaucoup plus de potiers hommes qui sont attestés. Mais en fait, c'est plus vicieux que ça. Parce que moi, je travaille sur des femmes qui produisent des textiles, vendent des textiles, qui ont un savoir-faire évident. Elles ne sont jamais désignées comme des professionnels de tisserande. Et en fait, je suis certaine qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient de la céramique, mais ne sont pas désignées comme des potières. Donc en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut aller creuser vraiment dans ce sont les activités. Alors, je prends un exemple qui est absolument inattendu. On a beaucoup de textes de la fin du 3e millénaire qui sont des textes de ce qu'on appelle la 3e dynastie d'Ur et qui montrent toute l'organisation d'un État extrêmement structuré avec des entreprises de gros travaux pour construire des temples, des palais, etc. Et donc on embauche tout type de personnel et on s'attendrait, donc on trouve effectivement alors, beaucoup de femmes dans les ateliers de tissage, on trouve beaucoup de femmes préposées aux préparations
de nourriture. Mais par exemple, si on regarde la construction, alors il y a des maçons, il y a ceux qui font les briques, mais on trouve des porteuses de briques. C'est hyper difficile comme travail. Donc on trouve des femmes dans des activités qui sont totalement inattendues. Donc c'est en fait au fur et à mesure du déchiffrement des textes qu'on peut effectivement faire tomber quelques murs et quelques barrières. Une seconde, le micro. Tu évoquais tout à l'heure la prostitution, le fantasme de la prostitution. Alors, est-ce que la question de la prostitution sacrée, c'est encore quelque chose dont on débat? Est-ce que ça, là, on est vraiment dans de la mythologie ou pas, à ton avis? C'est difficile à dire, hein. C'est très très débattu comme sujet. Donc la prostitution sacrée, en quelques mots, c'est le roi, surtout au premier millénaire, qui s'accouplerait avec la grande prêtresse pour le bénéfice du dieu. Et tout ça, c'est hérité de mythes mésopotamiens qui montrent ce type de scène. Alors, en fait, on ne sait toujours pas. En fait. Concrètement, on ne sait pas. Il y a des textes qui font référence, mais dans quelle mesure c'était une pratique concrète, on ne sait pas trop. Et du côté de la prison, on a évoqué tout à l'heure le matriarcat. Finalement, quand on fait parler, on réalise, en écoutant nos collègues, que donner voix aux femmes, c'est quand même nous qui donnons voix. Hein. Ce sont les spécialistes à toutes les époques, hein, depuis en gros le 19e, début du 20e siècle, et que souvent on projette notre époque sur ces époques lointaines. Et donc, est-ce que pour l'interprétation des femmes dans la préhistoire, on a d'autres biais qui seraient dus, d'autres clichés qui seraient dus à des visions modernes, à des... Oui, enfin, j'en ai dit deux mots tout à l'heure, et je vais que je me trompe pas de bouton. Si, c'était celle-là. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Effectivement, il existe de manière récurrente, bien qu'elles soient fort peu nombreuses, des femmes qui sont enterrées avec des armes. Vous en avez une ici qui est représentée, qui a un air pas du tout aimable et qui est en train de fabriquer des pointes de projectiles en os. Elle vient d'un site, ça c'est une reconstitution évidemment, mais elle vient d'un site en Carélie, évidemment, en Carélie, où elle a été trouvée, entourée d'armes, et ces femmes en armes, que l'on connaît pour le Mésolithique ici en l'occurrence, on en connaît aussi pour les périodes plus récentes, notamment au Néolithique. On a des tombes de femmes en armes qui sont minoritaires, qui sont très minoritaires et qu'on n'arrive pas bien à interpréter. Est-ce qu'il suffit de dire, comme on l'entend beaucoup, qu'il s'agit de chasseuses et de guerrières et que donc il y avait une totale égalité dans la division du travail entre les hommes et les femmes? Eh bien non. Je pense que ça serait trop facile de tirer... Enfin, c'est trop facile, c'est très facile de tirer cette conclusion qui nous fait plaisir parce qu'effectivement, on a l'impression de voir que des femmes ont joué un rôle au même titre que les hommes dans ces sociétés-là. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier des évidences trompeuses. Oui, il y a des femmes avec des armes, mais qui sont-elles? Est-ce qu'elles ont chassé? Est-ce qu'elles ont une alimentation particulière? Parce que les hommes chasseurs de la préhistoire ont aussi une alimentation plus riche que les femmes en nutriments animaux. Donc on peut penser qu'ils ont mangé une partie de leur proie lorsqu'ils allaient à la chasse. Donc est-ce que ce sont des chasseuses au même titre que les hommes? Est-ce qu'elles ont les déformations osseuses qui permettraient de dire qu'elles ont manipulé les armes qu'elles ont emportées avec elles dans la mort? Est-ce qu'elles ont l'alimentation qui correspond à ces chasseurs? Pour le moment, on n'en sait rien parce qu'on ne les a pas... observés, on ne les a pas étudiés sous cet angle-là. Et moi, je pense que c'est un sujet qui serait tout à fait intéressant d'examiner de manière approfondie pour essayer de comprendre pourquoi il y a
quelques femmes qui dérogent à la règle, qui ont des caractéristiques qui s'approchent de celles des hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le plan social? Est-ce qu'il s'agit de femmes qui ont décidé simplement de vivre comme des hommes? Ça peut arriver. Est-ce qu'il s'agit de femmes qui ont une appétence particulière pour ces activités-là? Est-ce qu'il s'agit au contraire de simples associations symboliques? On n'en sait rien pour le moment. Et ça serait important, de mon point de vue, d'explorer ce sujet-là, cette piste-là, comme tu parlais de quelles seraient les choses à développer par la suite. Tout à fait. Alors, on va peut-être regarder la dernière diapo. Est-ce que c'était... Ah non. On peut peut-être revenir, ou en tout cas, sur celle-là. Ce qui m'intéresse, c'est les images. Là. Un petit arrêt sur images. On a parlé des textes, on a parlé des objets. J'aimerais bien qu'on parle un instant des images, qui est quelque chose, j'imagine, qui vous est commun. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des codes qui permettent assez précisément de reconnaître une image de femme? Est-ce que c'est un art qui recourt à une série de marqueurs, voilà, du monde féminin? Alors, le plus souvent, oui, mais pas systématiquement. Donc, déjà par le costume. Ça, on distingue relativement bien les costumes d'hommes et de femmes. Alors, bien sûr, ça dépend de à quelle période on se trouve. Au 3e millénaire, les hommes sont torse nu et portent des jupes, alors que les femmes couvrent au moins une épaule. Par la suite, les hommes ont une épaule découverte, les femmes en général ont un châle par-dessus. Donc, bon, on s'aperçoit à peu près, on arrive à distinguer. Après, il y a la coiffure. Alors, les femmes ont toutes sortes de coiffures compliquées. Et il y a eu beaucoup d'ambiguïté parce que dans certains textes, on explique qu'à certaines périodes, il faut que la femme couvre sa tête. Alors, il y a eu tous des débats. Vous imaginez le lien avec le voile aujourd'hui. Ça fait beaucoup de débats. Quand on regarde l'iconographie, on a des femmes tête nue, des femmes avec des coiffures compliquées, des femmes avec des chapeaux de tout type de sorte. Donc, ce n'est pas du tout trivial et évident. Par contre, on a quelques représentations où il y a ambiguïté totale. Et je pense à des musiciens ou des musiciennes, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, des petites plaquettes d'argile qui sont conservées au musée du Louvre et qui datent du début du 2e millénaire, où on voit un joueur de lyre, et il a les cheveux longs, on ne voit pas bien la poitrine, parce qu'il y a l'instrument devant, donc on ne sait pas si l'individu a de la poitrine, et du coup, on pense qu'en fait, il y a une ambiguïté réelle. Je pense que oui. Il y a une ambiguïté réelle sur le genre de l'individu. Et je pense que c'est volontaire comme représentation. Est-ce que ça veut dire, je prends juste ton micro, est-ce que ça veut dire qu'il y a des fluidités de genre? Alors, il y a beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus aujourd'hui et on pense que oui. Il y a des fluidités de genre qui sont perceptibles dans les textes. Alors, on a des inversions de genre qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans les textes. En général, c'est la déesse Ishtar Inanna qui décide de transformer un homme en femme ou une femme en homme, mais c'est assez fréquent. Et on a aussi un phénomène intéressant, alors, pour quitter la religion, dans la pratique même, nous avons des textes de succession du milieu du 2e millénaire dans la ville de Nouzi en Transtigrine, où un père qui n'a pas eu de fils et veut transmettre ses biens immobiliers, parce qu'en général, les biens immobiliers se transmettent de père en fils, pas trop par les femmes, décide de faire officiellement, dans un contexte juridique, de ses filles des fils, pour qu'ils puissent leur donner, hériter, et qu'ils puissent avoir les champs. Donc, on a effectivement ce phénomène-là. Quelques siècles avant, un homme fait un testament en faveur de sa femme, et pour qu'elle ait les pleins droits sur une somme d'argent, il l'a fait homme et femme. Donc il y a une espèce de changement de genre juridique qui peut être décidé bien à propos. Absolument passionnant.
Et du côté de la préhistoire, est-ce qu'on a des choses de ce genre? Alors, justement, je parlais tout à l'heure des femmes en armes. Ça peut être effectivement des femmes, une forme de fluidité du genre. Je l'évoque aussi dans le livre. Pour les images et pour la représentation des femmes, tout le monde sait que la préhistoire se caractérise par des collections de petites statuettes qui sont principalement féminines. Elles sont minces, elles sont plus enveloppées, elles sont plus, comment dirais-je, avec des lignes un peu géométriques, mais ce sont pratiquement toutes à l'évidence des femmes, puisqu'on a les traits sexués qui sont souvent un peu exagérés, notamment lorsqu'il s'agit de figurines parmi les plus anciennes. Donc on a une représentation féminine importante à la préhistoire, avec toutes ces figurines. On a aussi dans les grottes un certain nombre de dessins qui évoquent le féminin, c'est principalement des vulves. Oui, c'est principalement des vulves. Et on a beaucoup moins de représentations masculines et de signes masculins dans ces grottes et parmi les figurines. Donc on a une représentation de la féminité qui est à peu près, qui est très entre guillemets envahissante, en tout cas dans ce qui nous parvient encore. Et ça pose évidemment question. Pourquoi on a tant de représentations féminines? Est-ce qu'il s'agit d'une célébration des femmes et de la femme à travers ces représentations-là? Il est probable que ce soit une représentation, enfin en tout cas moi c'est mon interprétation, que ce soit une interprétation de la féminité dans son pouvoir sans doute de procréation. Mais il n'y a pas de lien direct entre le fait que cette féminité soit représentée et le statut des femmes de chair et de sang dans la société. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de figurines féminines que les femmes sont mieux traitées dans les sociétés qui produisent ces représentations féminines. Il n'est qu'à voir qu'autour de nous, il y a beaucoup de représentations de femmes dans les journaux, sur les affiches, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de représentations de femmes, plus que d'hommes. Mais pour autant, ça n'indique pas un statut privilégié des femmes dans nos sociétés où la domination masculine a encore de beaux jours devant nous. Donc il n'y a pas de lien direct entre les deux. Ceci étant dit, cette représentation de la féminité et sans doute aussi de la fécondité, il y a tous des agencements de représentation qui pourraient indiquer qu'effectivement à travers les vulves on célèbre quelque chose qui a à voir avec la naissance et notamment la naissance du monde. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré dans la préhistoire qui pourrait ressortir d'un culte, non pas de la femme ou des femmes, mais en tout cas de la féminité et de ses pouvoirs de procréation. Volontiers. Je me permets de rebondir là-dessus parce que la vulve est aussi très représentée en Mésopotamie. Vous avez des statuettes de déesses avec des vulves énormes. Et on a retrouvé dans des temples de la déesse Ishtar, de l'amour et de la guerre et de la féminité, etc., des objets qui sont des représentations de vulves en bronze avec des dédicaces de femmes. Et c'est clairement pour avoir une très bonne fécondité. Donc, c'est vraiment ça le symbole. Parfait. Mais écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait déjà un premier panorama assez riche qui vous donne, je l'espère, une idée un petit peu de toutes les pistes que dans la recherche actuelle, on peut suivre sur ces sujets. Et j'ouvre bien volontiers la discussion il y a des micros, je pense. Voilà, il y a des micros qui circulent. Il y a 2 micros dans la salle. Levez votre doigt et hop, voilà, c'est parti. Merci. Alors, merci déjà pour ces présentations passionnantes. Moi, j'ai une question par rapport à la Mésopotamie, par rapport aux lettres que vous étudiez. Vu que c'est des lettres qui ont été envoyées
Est-ce que c'est des brouillons qu'on a conservés sur le site d'où est parti l'envoi? Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est que ces lettres que vous avez trouvées? Alors non, ce sont les vraies lettres qui sont parties du nord de l'Irak et qui ont été découvertes au centre de l'Anatolie, à côté de Kayseri en Turquie, parce qu'elles ont été envoyées sur 1000 km pour arriver au destinataire qui était temporairement un habitant de la ville de Kanesh, à côté de Kayseri. Même parfois l'enveloppe. Hein. Ah oui, alors certaines de ces lettres, effectivement, si ça vous intéresse, j'en ai toujours une sur moi. Je peux vous montrer à la fin. Mais ces lettres étaient enfermées dans des enveloppes et circulaient comme aujourd'hui notre courrier, parce que ce sont des objets qu'il fallait protéger, et puis surtout de la confidentialité du texte. Il ne fallait pas que n'importe qui puisse lire le contenu. Donc elles étaient entourées d'une enveloppe d'argile, et sur l'enveloppe, il y a juste le nom du destinateur et de l'expéditeur. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très intriguée par le fait, du coup, autant à la préhistoire qu'en Mésopotamie, par l'idée du mariage, au sens, du coup, je vais dire ce que ça veut dire pour moi, dans cette idée de propriété d'homme sur la femme, mais aussi dans un truc mononucléaire où, du coup, c'est un homme, une femme. Alors, est-ce que ça veut dire la même chose est-ce que ça veut dire la même chose dans les périodes que vous étudiez? Merci. Moi, j'utilise le terme mariage au sens des anthropologues, c'est-à-dire l'association de deux personnes en vue de, entre guillemets, produire des enfants et livrer à ces enfants un certain nombre de biens, qu'il s'agisse de biens matériels ou pas matériels. Donc c'est une notion qui est purement anthropologique. Lévi-Strauss l'utilise, parle de mariage, et je n'y mets absolument pas tout ce qu'on peut y mettre aujourd'hui en termes juridiques, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est l'association de deux personnes, en fait, et qui est reconnue, association qui est reconnue par l'ensemble du groupe. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a des mariages? Alors, dans les données qu'on a pour la préhistoire, pour le moment, parce que c'est un sujet qui commence à peine à se développer, pour le moment, à partir des études de génétique et de génomique, on a principalement des mariages monogames, c'est-à-dire un homme, une femme qui font des enfants. On a de très rares mariages d'un homme avec plusieurs femmes, très très rares, mais on ne peut pas, dans l'état actuel des données, savoir s'il s'agit de mariages polygames ou alors de mariages monogames successifs dans le temps. Donc voilà. Mais la majorité des données, pour le moment, indiquent, mais ça peut évoluer, des mariages qui sont plutôt monogames à l'échelle de ce que l'on connaît, qui concerne en fait plutôt le néolithique. Et moi, bien sûr, je parle de contrat juridique, donc ce n'est pas du tout la même définition du mariage. Et le mariage, dans l'ensemble de la Mésopotamie, est monogame, sauf pour les rois, qui ont effectivement plusieurs épouses. Et ces mariages monogames, mais je vous ai dit qu'il y avait... Donc ce sont des contrats qui peuvent être oraux ou écrits, mais qui peuvent se défaire, puisqu'on a pas mal d'attestations de divorce et de remariage. Donc ce n'est pas figé dans le temps. Et puis, il existe quand même des cas où certains hommes peuvent avoir une deuxième femme, qui n'est pas forcément une épouse d'ailleurs, qui peut être juste une esclave. C'est dans les cas de stérilité. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était fondamental d'avoir une descendance pour plusieurs raisons. Et donc, en cas de stérilité, et évidemment, c'est toujours la faute de la femme, jusqu'au 19e siècle de notre époque. Hein. Donc, forcément, la stérilité est due aux femmes. Donc, l'homme peut prendre sexuellement ou par contrat, une deuxième femme pour avoir des enfants. Mais sinon, le mariage est plutôt monogame. Oui. Moi, j'aurais aimé vous demander une précision. J'ai bien noté on a bien noté l'âge plus précoce des femmes dans la maternité, mais est-ce qu'il y a une corrélation avec l'espérance de vie? Est-ce que les femmes meurent plus jeunes aussi, ou est-ce que, parce que les hommes 35 ans c'est quand même tardif,
on a une idée de... Alors, c'est des moyennes. Hein. C'est des C'est moyennes, des mais moyennes. ça laisse augurer quand même des espérances de vie assez supérieures, parce qu'il faut quand même élever les enfants derrière. Mais ma question, c'était, est-ce que la précocité des maternités est liée à une espérance de vie plus courte? Beaucoup plus courte. Notablement plus courte. Alors, l'espérance de vie pour la préhistoire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a peu de. Déjà, il y a peu de données. Il y a peu de. Comment dirais-je, la lecture des squelettes est difficile parce que souvent ils sont mal conservés. Qu'on a du mal à déterminer les âges, notamment à cause de ça. On arrive à déterminer des tranches d'âge, plus de 25 ans ou entre 25 et 35, au mieux entre 25 et 30. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc on a un peu de mal à déterminer une espérance de vie moyenne. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des individus qui ont vécu assez vieux, jusqu'à 70, 75 ans. Ça, on le sait. Il peut s'agir de femmes ou d'hommes. Mais pour parler d'une espérance de vie, c'est un peu plus compliqué compte tenu qu'on a du mal à déterminer les âges précis des squelettes auxquels on a affaire. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une mortalité infantile qui est assez classique de ce que l'on trouve dans les populations prégénériennes, c'est-à-dire qui n'ont pas accès au vaccin. Avec un quart des enfants qui meurent avant 1 an et un autre quart avant 20 ans. Et puis après, ceux qui ont la chance de survivre, eh bien, ils peuvent mourir jeunes parce qu'ils sont tués. Il y a aussi des traces de maladies qu'on arrive parfois à déterminer. Et certains de ces individus, encore une fois, peuvent vivre assez vieux. Et du côté de la Mésopotamie, en fait, il y a effectivement une forte mortalité au moment de la mise au monde des enfants pour les femmes. Donc là, c'est un cap effectivement difficile et on trouve des veufs, mais on trouve aussi pas mal de veuves et ces gens se remarient. Donc c'est difficile. Je vous ai dit, nous, on n'a pas les âges, ne sont pas précisés dans les textes, mais c'est sûr que c'est un cap très difficile, aussi bien pour les nourrissons, les nouveau-nés, avec la mortalité infantile. Et on le voit parce qu'il y a beaucoup d'incantations. Alors, les incantations, ce sont des rituels qu'on récite pour essayer de guérir des maladies ou pour essayer de favoriser la naissance, etc. Il y a beaucoup d'incantations qui sont consacrées au moment de la mise au monde des enfants et pour protéger et les mères et les enfants. Ce que je peux rajouter vite fait, c'est qu'on connaît pour la préhistoire et pour le paléolithique récent des femmes qui ont été enterrées dans autour du moment de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on les retrouve avec le fœtus qui est engagé dans le canal pelvien. Et elles sont donc mortes, sans doute en couche, au moment de l'accouchement. Donc, oui, et c'est intéressant de le noter parce qu'il y a tellement peu de squelettes qu'on arrive quand même à déterminer dans ce peu de squelettes quelques femmes avec cette caractéristique. Donc, ça devait être fréquent. J'avais une question autour des sources, parce qu'il y a renouvellement des questions. Est-ce que le corpus des tablettes pourrait, tant que ça reste finalement physiquement possible, parce que ça commence déjà à faire un grand corpus, mais voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux sites qui peuvent être envisagés, sachant que dans la région c'est un petit peu compliqué, et d'un point de vue archéologique, au-delà des financements de l'INRAP qui ne sont pas terribles, voilà, est-ce que finalement il y a une quête toujours possible, au-delà de se poser d'autres questions autrement, de pouvoir trouver finalement d'autres informations par un stock plus important ou un renouvellement du matériel archéologique d'une façon ou d'une autre? Alors pour les tablettes cunéiformes, l'équation va être vite faite. Il y en a abondance. On estime maintenant à 1 million de tablettes cunéiformes et on est loin d'avoir tout déchiffré et tout lu. Donc on est toujours en train de déchiffrer. On est très peu nombreux finalement à l'échelle de la planète et chaque jour on en trouve. Et il y a des sites à fouiller partout, en Syrie, en Irak, en Iran, en Turquie. Il y a des collines de terre qu'on voit à profusion. Donc oui, évidemment, c'est une région qui est en guerre depuis 40 ans. Les guerres tournent, guerre civile, guerre du Golfe, maintenant guerre avec l'Iran. Et on s'adapte.
Et donc les archéologues changent de terrain assez régulièrement, mais dès qu'on commence à creuser, on trouve des textes. Alors, pour l'archéologie préventive, il y a des masses de données considérables qui n'ont pas encore été véritablement exploitées. C'est-à-dire que nous, notre métier en tant qu'archéologue du préventif, c'est... Ça finira faute de combattre. Oui. Qu'est-ce que je disais Oui, il y a des masses de données qui restent encore à exploiter. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, désolée. Il y a des masses de données. Tu disais que votre travail, c'était... Oui, notre travail en tant qu'archéologue du préventif, c'est de sauver des sites. Nous sommes des sauveteurs et nous engrangeons des données qui mériteraient sans doute une exploitation beaucoup plus approfondie que nous sommes capables, compte tenu de l'enchaînement de nos missions préventives, de réaliser. Ceci, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de fouiller par faute de financement. Hein, ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a toujours, même si l'expérience montre, même si on connaît bien une période, il y a toujours des choses inattendues, il y a toujours des choses qui se renouvellent, il y a toujours des choses qui n'étaient pas connues et qui méritent, même si la période est par ailleurs bien explorée, bien connue, etc., qui mérite notre attention parce que ça renouvelle effectivement les choses. Donc il faut continuer à fouiller. Certainement. Une question ici ? Oui, merci beaucoup pour toute cette conférence qui était magnifique. Et je voudrais poser la question, peut-être un peu naïve, du désir de la femme dans le mariage. Alors non, mais par exemple, non, mais justement dans la préhistoire, vous tendez le micro déjà. Non, mais voilà, parce que je me dis, du coup, l'homme restait dans le groupe, la femme était quelqu'un qui venait d'ailleurs. Du coup, est-ce qu'on a quelque idée sur la manière dont la femme était conduite, ou est-ce qu'elle venait d'elle-même? Est-ce que c'est, vous voyez, ce genre de choses, ou est-ce que il y a des indices. Il y a des indices. Dans le, comment dirais-je, dans le néolithique, hein, c'est surtout dans ces périodes-là qu'on arrive à déterminer des choses. On sait, pour la fin de ce qu'on appelle le néolithique ancien rubanais, qui est un néolithique qui caractérise l'Europe centrale jusqu'au bassin parisien, il y a des fosses où on a retrouvé des cadavres exécutés, massacrés, et jetés de manière pêle-mêle dans la fosse en question. Et parmi ces individus massacrés, il y a des hommes, il y a des vieilles femmes, il y a des enfants, il y a des bébés, enfin, ils ont massacré tout le monde. Mais il y a un déficit de femmes en âge de procréer. Et l'hypothèse ça se répète quand même à plusieurs reprises, et on connaît pas mal de charniers en fait du néolithique. Et dans la plupart d'entre eux, il y a un déficit de femmes en âge de procréer. Et du coup, l'hypothèse qui en est tirée, c'est qu'effectivement, ces massacres étaient soit la raison, soit comment dirais-je, la conséquence de rapt de femmes par des villages voisins ou plus lointains qui, pour une raison ou une autre, sont allés dans le village en question, ont massacré une partie de la population et ont emmené avec eux quelques-unes des femmes en âge de procréer. Ça, c'est des techniques de guerre qui sont encore connues aujourd'hui. Donc, non, elles n'y allaient sans doute pas toujours avec le désir de... Mais parfois. Restons optimistes. Dans les tablettes cunéiformes, on voit des femmes refuser d'aller rejoindre leur mari pour lequel elles avaient été fiancées plus jeunes. Donc parfois, c'est pas toujours... Alors, quel est le désir de mariage? Quand même, de fonder une famille, d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui transparaît dans les textes. C'est assez amusant dans les
textes que j'étudie moi, j'ai trouvé ce que l'homme cherche dans la femme et ce que la femme cherche chez l'homme. Alors l'homme, il veut se marier parce qu'il a besoin de quelqu'un qui va le servir, lui faire ses repas et lui tenir compagnie, quand même. Et les femmes pensent qu'un homme bien, un gentilhomme, quelqu'un qui vraiment est fréquentable, c'est un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a construit une maison, qui possède une maison. Voilà. Donc on peut lui faire confiance. Merci. Oui, bonjour. Moi, je me demande à partir de quelle période les humains ont compris que le fait de faire l'amour engendrait de faire des enfants, parce que peut-être qu'ils faisaient l'amour, mais qu'il n'y avait pas de corrélation comprise du fait que c'était cet acte qui amenait à devenir, à être enceinte et à faire des enfants. Alors, ça, c'est effectivement, c'est encore un truc qui traîne dans la littérature, comme quoi les populations de chasseurs-cueilleurs, notamment celles actuelles, qu'on a pu étudier, que l'ethnologie a étudié, ne faisaient pas le lien entre rapport sexuel et production d'enfants. Je pense que c'est totalement faux. Bien sûr, ils n'avaient pas la connaissance fine de la manière dont le spermatozoïde rentre dans l'ovule, etc., évidemment. Mais il y a tout un tas d'affirmations qui sont données par ces populations et qui disent la plupart du temps que la femme, pour qu'elle ait un enfant, il faut l'ouvrir avec le pénis de l'homme. Donc, il y a une relation qui n'est pas une relation scientifique. Enfin, ils n'établissent pas une relation scientifique entre ces deux phénomènes, mais il n'empêche que il est toujours mis pour procréer les enfants. Il y a toujours alors c'est pas des mythes, mais c'est des idées qui sont véhiculées entre l'homme et la femme. La femme, elle n'a pas un enfant comme ça toute seule, et généralement, c'est parce que l'homme lui l'a ouverte, ou parce que l'homme, avec son sperme, va former les os du fœtus, la femme avec son sang faisant le reste, ou avec son sperme, pour les sociétés les plus patriarcales, comme les Barouillas de Nouvelle-Guinée, le sperme va faire le cerveau de l'enfant. Donc, etc., etc. Ou alors, voilà, la femme doit être ouverte par le sexe de l'homme pour avoir des enfants. Et quand elle ira se baigner, eh ben, le petit poisson qui lui fera un enfant, il pourra rentrer. Donc il y a toujours, pratiquement tout le temps, une relation qui est faite entre l'acte sexuel et la production de l'enfant. Donc, moi, je ne crois pas que... et puis, ces gens-là étaient au milieu de la nature. Ils voyaient bien qu'à un moment de l'année, pour les animaux, il y avait un rut, qu'il y avait des relations sexuelles entre les animaux et qu'au bout d'un certain temps, il y avait des petits qui naissaient. Donc, je pense qu'effectivement, ils avaient une notion tout à fait clair de rapport sexuel va donner enfant. Voilà. Très bien. Des questions. On prend une dernière question peut-être. Oui. Oui, je voulais vous demander, au-delà de vos connaissances, domaines respectifs de recherche, est-ce que vous avez connaissance dans l'histoire de la société humaine de systèmes coercitifs aussi bien religieux et politiques que celui qui est pratiqué en ce moment en Afghanistan avec le système des talibans, c'est-à-dire où les droits des femmes sont absolument bafoués, n'ont plus aucun droit, et l'extrême a été atteint, je crois, quand on leur a interdit tout simplement de sourire. Est-ce que c'est une particularité du XXIe siècle, ou est-ce que dans l'histoire humaine, il y a eu des périodes comme celle-ci où on a atteint des sommets de... C'est plus que du patriarcat, c'est de systèmes dictatoriaux envers les femmes. Alors, je pense qu'il existe des sociétés qui se défendent pas mal. Parmi les sociétés... Alors, évidemment pas préhistorique parce qu'on n'a pas vraiment d'informations, quoique la violence, elle est attestée, la violence sur les femmes, elle est attestée.
Mais lorsque l'on regarde les chasseurs-cueilleurs, lorsque l'on regarde les agriculteurs qui ont été étudiés en ethno, il y a des sociétés qui sont très, très, très coercitives envers les femmes. Un exemple, les Bénabénins de Nouvelle-Guinée, au moment du mariage, la femme arrive de son village, dans le village de l'homme, on la fait asseoir par terre et son futur mari arrive et lui tire une flèche dans la cuisse pour marquer son appartenance à sa personne. Les femmes sont souvent aussi, qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de chasseurs-cueilleurs, soumises à des actes de violence extrêmement importants. On va chez les Inuits, par exemple, prêter sa femme à un copain parce qu'on lui doit quelque chose. Et la femme, elle n'a rien à dire. Rien à dire. Si elle se révolte, on lui court après et on lui tape dessus. Donc je ne suis pas certaine que le XXe siècle soit l'acmé ou le maximum de la coercition envers les femmes. Il y en a eu certainement dans des sociétés tout à fait... qu'on a observé par l'ethno, mais je ne suis pas certaine non plus que même s'il n'y a pas de violence physique, il y a souvent envers les femmes une violence psychologique extrêmement importante qui passe pas inaperçue, mais qui est moins évidente que la violence physique, mais qui contraint extrêmement violemment les femmes dans leurs conditions et qui les empêche parfois d'en sortir. Et ça, c'est aussi le lot de l'Occident. De l'Occident médiéval, de l'Occident plus récent, et qu'on n'a pas au XXe siècle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une palme de la coercition envers les femmes qui pourrait être décernée au XXe siècle plus qu'à d'autres siècles antérieurs. Moi, j'ai rien à rajouter, je pense. Ouais. Très bien. On va vous remercier. On espère que tout ça vous a intéressé.